dois dire en termes d'inspiration, il peut y avoir deux séries. Une série qui consisterait des chansons du folklore, si vous voulez. C'est-à-dire les chansons créoles, les jeux de mots, les cirandames créoles, etc., qui m'ont bercé dès mon enfance, parce que ma mère est une fille de quartier militaire, qui est l'endroit où vivait le célèbre Petit Frère. Et Petit Frère, le grand chanteur de Sega, a connu ma mère enfant et a même chanté la veille du mariage de ma mère, à son mariage. Et ma mère me chantait toujours ses chansons créoles, me racontait des histoires créoles, et elle avait un vocabulaire et des expressions créoles qui m'impressionnaient tout le temps. Donc ça, c'était un aspect de l'influence que j'ai subie dès mon enfance. Mais de l'autre côté, c'était l'influence de l'école. À travers l'école, là, j'ai connu les grands classiques, c'est-à-dire Molière, Shakespeare, etc. Et puis, il y a eu j'ai eu de la chance parce que je suis tombé en 1963 à Édimbourg pendant la grande révolution de la linguistique, avec Chomsky et John Lyons et toute cette bande d'intellectuels qui donnaient à l'étude de la langue une nouvelle orientation. Et ces trois influences ont, selon moi, fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et donc, dans mon écriture, on peut voir plutôt toutes ces différentes tendances, qu'elles soient folkloriques, qu'elles soient littéraires, ou qu'elles soient linguistiques. Au niveau des endroits qui m'ont beaucoup inspiré et influencé, je dirais surtout le village de Goodlands où j'ai grandi. Et à Goodlands, je me rappelle toujours, jusqu'à aujourd'hui, de certains arbres. Parce que dans chaque croisée de chemin, il y avait un arbre qui donnait un nom à la croisée. Par exemple, la croisée Bouquier Banané, la croisée Pied Lila, la croisée Pied Badamier. Et pour moi, ces croisées sont devenues une métaphore, parce que à chaque fois dans la vie, on arrive à la croisée des chemins et il y a un choix à faire. Mais aussi, ces croisées avaient pour nom des arbres. Et certains de ces arbres sont restés dans mes œuvres et ont donné une certaine orientation à mes œuvres, dans le sens que, par exemple, la maison d'édition que j'ai créée s'appelle Bouquier Banané. Bouquier Banané, c'est le nom rural pour le flamboyant. Comme ça, il y avait Pied Lila, Pied Badamier, etc. J'ai eu cette chance dans ma vie d'avoir vécu à un endroit où les gens littéralement partageaient un peu tout. Il y avait un grand partage, une très grande solidarité. Je cite un exemple. Un jour, mon père me voit, j'étais triste, je pleurais, et il me dit, mais qu'est-ce que tu as? Je dis, j'étais dans la rue, et tonton un tel, et tonton c'était le mot qu'on utilisait pour n'importe qui était notre aîné. Je dis, tonton un tel m'a foutu une baffe. Alors, bon,
père me pose la question, mais pourquoi? Alors je raconte que j'étais assis sur un mur qui n'était pas très solide. Il m'a à toute vitesse sorti du mur, mais il m'a foutu une claque en même temps pour me dire fais attention, couillon. Et j'étais furax que ce monsieur a osé me frapper. Et quelle fut la réaction de mon père? Il m'a foutu une baffe pour me dire c'est bien fait et ne reproche jamais à ton tonton de te corriger quand tu fais des bêtises. Alors c'était notre façon de vivre. Beaucoup de mes œuvres ont comme toile de fond le devenir de Maurice. Surtout dans les novellas et l'unique roman que j'ai écrit, c'est le devenir de Maurice et ça c'est le toile de fond. La toile de fond, je veux dire. Et ce qui me pousse, par exemple, comme dans la pièce Toufan, à penser à la possibilité que malgré le fait qu'on soit une société plurielle, il y a certainement beaucoup de possibilités, de facteurs culturels, identitaires que nous avons, qui pourraient nous aider à devenir vraiment une nation harmonieuse. Et ceci, je l'explique à travers quelques concepts. Par exemple, nous sommes tous des immigrants. Et techniquement, l'île Maurice est une île créole, parce qu'il n'y avait pas de population autochtone, et les gens sont venus d'un peu partout, et chaque groupe qui est venu a apporté sa contribution. Et je suis persuadé, moi, que la vraie définition de l'île Maurice, c'est une île créole. Et dans cette île créole, il y a eu des gens qui sont venus d'un peu partout, qui ont façonné l'île à leur façon, qui ont donné cette identité à cette île. Et en même temps, sur cette île, s'est développée une langue, et c'est la langue créole, que moi, je préfère appeler mauricien, parce que c'est une langue qui s'est tellement développée qu'aujourd'hui, elle a dépassé la phase de la créolisation et est devenue une langue nationale. Donc, elle devrait prendre le nom du pays. Et cette langue, et aussi, il ne faut pas confondre la langue créole, d'un point de vue linguistique, et une ethnie à Maurice qu'on appelle créole. Donc, il faut éviter cela, parce que la langue créole, c'est la langue de tout le monde. Mais je reconnais aussi que cette langue créole est aussi la langue ancestrale des descendants d'esclaves. Donc elle a plusieurs fonctions. C'est une langue ancestrale, c'est la langue maternelle de 80% de la population, et en même temps c'est aussi la langue nationale de l'île Maurice. Donc mon œuvre, c'est aussi cette revendication de la langue. Nous avons une langue, et c'est à travers ce médium que j'exprime mon imaginaire, mon aspiration, mon espoir. Donc, je dirais ceci, mon village, c'est mon île. Donc, quand je pense à mon enfance, il y a un événement qui est tout le temps présent, c'est que très jeune, j'ai perdu ma mère. Et ça a complètement bouleversé ma vie d'une part, mais d'autre part, ça m'a donné des grandes ouvertures. C'est la contradiction de la vie. Parce que quand j'ai perdu ma mère, et j'habitais Woodlands, j'avais derrière moi 7 sœurs et frères, et il y avait les parents se sont partagés les enfants.
une tante a adopté un enfant, un oncle a adopté l'autre, etc. Et moi j'ai été littéralement pris en charge par mon oncle du côté de ma maman. Et cela a nécessité que je quitte Woodlands pour aller vivre dans le village de ma mère, quartier militaire. Et c'est là où j'ai connu une autre réalité culturelle, une autre réalité de faune et de flore. Et j'ai connu aussi les plaisirs de vivre à côté d'une rivière que je n'avais pas. Donc un plus grand contact avec l'eau, qui est aussi un symbole qui est récurrent dans mes œuvres. Et c'est là aussi que j'ai connu deux personnes qui reviennent de temps en temps dans mes œuvres, qui habitent aujourd'hui mon imaginaire. Il y avait un ami qui s'appelait Farouk et une fille qui s'appelait Saro. Et de temps à autre, cette fille et ce garçon reviennent avec d'autres noms, avec d'autres réalités, mais c'est une façon pour moi de faire revivre mes copains d'enfance. Et ça, c'est, disons, c'est là où je dis que la mort d'une mère, qui est un événement traumatisant, peut devenir une ouverture. Parce que après un passage à quartier militaire, je termine mes études primaires à quartier militaire, et pour les besoins d'aller au collège, à l'école secondaire, etc., je viens vivre chez mes grands-parents à Beaubassin. Grands-parents du côté de mon père. Et ceci me permet de découvrir Beaubassin, Roseville, donc de commencer à vivre dans un milieu urbain, de connaître la ville, l'électricité, le téléphone, etc. Et c'est là où j'entre vraiment en contact avec la langue française. Parce que je vais au collège Saint-Joseph à Pieupil, où la majorité des gens, bien qu'on parle créole entre nous dans la cour de l'école, mais la majorité d'élèves dans ma classe étaient d'origine euro-créole, donc qui parlaient français chez eux. Et moi, venant de Woodlands et de quartier militaire, je zézayais comme un bourricot vraiment. Je parlais très mal, j'écrivais bien le français, sans faute, mais je ne pouvais pas parler. Et un jour, un enfant de ma classe au collège Saint-Joseph m'a insulté. J'essayais de dire quelque chose en français, et il m'a dit brutalement, hein, « Cause de langage de ta. Alors parle ta langue. » Alors je dis, mais pourquoi? Le français n'est pas ma langue, donc. Et je voulais prouver que je pouvais mieux faire que lui. Et là, j'ai vraiment fait l'effort d'articuler, de bien parler le français. Et finalement, je les ai battus tous en locution, en grammaire, et j'ai eu les prix de l'Alliance française et tout cela. Et une fois ce combat terminé pour moi, c'était bien et bien terminé, parce que vers la fin de mes études secondaires, déjà, avant de partir pour l'Angleterre faire des études, je pensais à l'importance de la langue créole. Et je me rappelle très bien deux événements. Un jour, je me baladais avec mon cousin, qui était légèrement plus âgé que moi, et je lui disais, mais nous avons une langue, et pourquoi nous ne faisons rien pour cette langue? On a souvent honte d'en parler, et devant les autres, on parle une autre langue.
Il me dit, mais quelle est cette langue que nous avons? Je dis, nous avons le créole, non? Et il m'a dit, Dave, te fous, toi. Ça c'est... Et c'est un cousin qui est resté très proche de moi jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque fois, il me dit, mais te fous, toi. Et deuxièmement, pendant 1 an ou 2, j'ai enseigné dans une petite école avant de partir pour faire mes études. Et le jour où que j'ai quitté mon travail pour partir, mes collègues avaient organisé une petite fête dans un campement à Pointe-Sable, on rappelle bien. On avait bu, bien mangé, etc. Et ce soir-là, j'ai dit à mes amis, pourquoi nous ne faisons rien pour cette langue qui est notre langue? Et encore une fois, ils ont rigolé, ils ont trouvé cela très comique. Et récemment, j'ai rencontré un de ses anciens collègues et il m'a dit, Dave, tu sais, je me rappelle cette fête qu'il y avait à Pointe-Sable où tu parlais sur l'importance de la langue créole et depuis tu n'as pas cessé de te battre pour cette langue. Voilà, c'est des souvenirs du passé qui reviennent de temps en temps. Et là, à partir de ce moment, je vais à Édimbourg. Et à Édimbourg, comme je disais tout à l'heure, il y avait cette grande révolution linguistique dans beaucoup d'universités. Et très rapidement, j'ai compris qu'il y avait une autre façon de voir cette langue. C'était pas du broken French, c'était pas un patois ou un dialecte, mais c'était bien une langue. Et donc, j'avais l'équipement universitaire, l'équipement académique pour défendre ma langue. Et donc, de toutes ces expériences vécues, il y a un autre élément qui est venu s'ajouter, c'est que c'était la période pré-indépendance de Maurice. Et dans ma tête, il n'y avait pas d'autre solution que de développer, parce que nous allions vers l'indépendance, il fallait à tout prix créer une nation. Et pour moi, le ciment de cette nation allait être cette langue. Et donc, après des études littéraires, je me suis donné complètement à l'étude de la linguistique et j'ai écrit ma dissertation sur la phonologie, la grammaire et les autres aspects de la langue créole. Et quand je suis retourné à Maurice, dans un premier temps, je parlais beaucoup de l'importance de reconnaître, d'aménager la langue, etc. Et comme je faisais de la politique aussi, et on avait organisé une grande grève générale qui avait foiré, et je me suis retrouvé en prison. Et là, un jour, l'idée m'est venue, je dis, je sais pas, je vais rester en prison des mois et des mois. Je vais profiter de ce moment d'oisiveté pour me faire la main dans l'écriture du créole. Parce qu'auparavant, j'écrivais sur le créole. Là, je me suis dit, bon, j'ai tout le temps devant moi. Mais j'avais au départ un petit problème, c'est qu'on me refusait du papier, du crayon, etc. Et là, il a fallu faire une petite grève de la faim. Et finalement, les autorités ont dit, ok, tu vas avoir tout le papier que tu veux, etc. J'ai le papier que je veux, le crayon que je voulais, et j'ai commencé à écrire. Et de cette expérience est né un long poème en vers libre qui s'appelle La fumée dans lisier. Et là, on voit tout de suite ma vision féministe des choses, parce que c'est l'histoire d'une femme, qui est un peu l'histoire de ma mère. Mais, disons, à travers le filtre de l'imaginaire, bien sûr. La fumée dans lisier raconte l'histoire d'une femme qui commence à se remettre en question. Femme qui a eu beaucoup d'enfants, etc., mais qui vit dans la pauvreté.
C'est un long poème en vers libre. Ensuite, j'ai écrit un recueil de poèmes et le titre est très évocateur et provocateur en même temps. Ça s'appelle D'ici que salé. C'est le sucre qui n'est pas doux. Ça, c'est l'île Maurice. L'île où le sucre n'est pas doux. Pour le touriste, c'est un sucre très doux, mais pour ceux qui vivaient dans le pays, ce n'était pas doux du tout. Un recueil de poèmes où je reprends pratiquement les grands thèmes politiques, la pauvreté, la lutte des femmes, l'éducation. Par exemple, il y a un poème dedans qui s'appelle Petit garçon. C'est tout le problème du conditionnement à la place de l'éducation réelle. Et puis c'est aussi dans ce recueil de poèmes où il y a un poème où j'exprime le métissage en lequel je croyais. Et le poème s'appelle Tam Tam, guitare et sitar. 3 instruments de musique, un venant d'Afrique, un venant de l'Inde, l'autre venant de l'Europe. Et le 3e œuvre que j'avais écrit en prison, c'est la pièce Lit, qui, quand j'ai voulu la monter à Maurice, a été interdite parce qu'on croyait que j'attaquais le gouvernement. Et finalement, c'est que les censeurs avaient mal compris la pièce. Lit est une pièce qui paraît superficiellement comme une pièce politique, mais en vérité, c'est une pièce où le héros est Jésus. Et on ne le voit pas. Et il meurt dans la prison. Il est assassiné en prison. Mais en fin de compte, bien qu'à cette époque j'étais athée, j'avais une admiration terrible pour Jésus. Parce que pour moi, le Jésus historique était un freedom fighter. Et que son message, c'est un message de lutte pour la liberté. Et c'est ce que les évêques du Brésil ont développé après, qu'on appelle aujourd'hui la théologie de la libération. Mais moi, je l'avais ressenti comme ça. Et c'est finalement, Lit n'est vraiment pas une pièce politique, c'est une pièce où les images religieuses sont très très fortes, mais les gens n'ont pas vu ça. L'archétype du mal dans la mythologie hindoue, c'est Ravana, mais c'est un des personnages dans la pièce. Il y a un autre grand personnage dans le Bhagavad Gita qui est Arjuna. C'est le personnage qui a une décision à prendre, mais qui hésite, etc. Et c'est le personnage Arjuna dans la pièce qui finalement va prendre une décision, la décision qui s'impose. Et puis il y a Pierre, et je joue sur ce que Jésus a dit d'après le Nouveau Testament. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc celui qui est le contact entre le personnage en prison et le peuple dehors s'appelle Pierre, comme le Pierre de Jésus. Donc il y a beaucoup d'images religieuses dans cette pièce, mais superficiellement on pourrait dire que Dev a écrit cette pièce en prison où il se voit comme le martyr, etc. Mais c'est pas vrai du tout. Au contraire, c'était à un moment, j'ai écrit la pièce à un moment où je commençais à avoir des doutes sur quelques-uns de mes amis politiques. Et finalement, la pièce se termine de la façon suivante. C'est Arjuna qui a compris, qui dit « J'espère que les nouveaux lieutenants vont construire le monde, le nouveau monde, sur la base de la vérité, et non pas sur le mensonge. » Parce que je sentais qu'il y avait des mensonges que certaines personnes utilisaient pour les besoins politiques. Donc finalement, c'est une pièce où je remettais en question le combat que je menais.
Bon, quand je suis sorti de la prison, très très vite, ce que j'avais entrevu en prison se manifestait ouvertement et à partir de ce moment, je quitte le MNM pour reconstruire notre parti politique plus à gauche, jusqu'au jour où je réalise que bon, ma priorité n'est vraiment pas la politique, mais que j'avais un travail important à faire au niveau de la création littéraire. Et pour moi, la création littéraire est aussi utilitaire. Je pense que la littérature n'est pas seulement une façon pour donner aux gens de quoi meubler leur loisir. Pour moi, la littérature est fonctionnelle. Et sa fonction principale, c'est qu'à travers l'écriture, on aménage la langue et on crée ce que moi j'appelle un supralex littéraire qui devient langue standard. À travers l'écriture, mais aussi à travers le fait que cette écriture, un jour, va être enseignée dans les écoles, et la forme supralectale devient la norme, le modèle qu'on va enseigner. Et donc, la littérature a, among other things, un objectif, une réalité, une fonction très pratique, dans le sens qu'elle donne aux humains un instrument extrêmement fort pour le développement culturel d'un groupe, que ce soit un pays ou un continent. Et c'est ce type de travail que je continue, et toute mon écriture va un peu dans ce sens, parce que je n'arrive pas à séparer la création littéraire, que ce soit à travers la prose littéraire, ou la littérature dramatique, ou la littérature poétique. Je n'arrive pas à séparer tout ça de l'éducation, par exemple. Bon, là, en ce moment, ce que je fais, je forme des professeurs afin de pouvoir aider des enfants par milliers qui, après 7 ans à l'école primaire, ne savent ni lire, ni écrire, ni compter, parce que le système éducationnel et la politique linguistique du pays est totalement fou, est aberrant. Et ce projet qui dure maintenant, c'est un projet pilote dans un premier temps, mais qui se généralise, a maintenant 4 ans et a donné des très très bons résultats. Et finalement, nous avons pu prouver que l'utilisation de la langue créole, qui est la langue maternelle de plus de 80% de la population, est un outil indispensable pour enseigner à lire et à écrire. Et parallèlement, chose très importante, pour ne pas enfermer l'île Maurice dans un ghetto unilingue, j'ai aussi découvert, et c'est un truc que j'avais découvert il y a assez longtemps, mais que j'ai repris ensuite, l'idée que la langue anglaise est aussi une langue créole. Et ça, on en a beaucoup parlé quand j'étais étudiant à Édimbourg. Et cette idée, je l'avais un peu ignorée, mais que j'ai repris depuis un certain temps, avec beaucoup de succès. Ce qui fait que, parce que l'anglais est aussi une langue créole, le passage du créole à l'anglais se fait très très harmonieusement et très facilement. Donc maintenant, je travaille en même temps que en enseignant la littératie en créole, je développe aussi chez les enfants un bilinguisme mauricien, créole mauricien et anglais. Donc ça fait partie de mon travail de linguiste, de pédagogue,
Mais comme le côté littéraire est toujours présent, j'utilise aussi du matériel littéraire pour donner goût aux enfants à la lecture. Donc, j'ai pas mal d'œuvres qui visent l'apprentissage à la lecture pour les enfants, pour ces types d'enfants. Mais le mouvement à Maurice maintenant commence à se développer de façon très très positive. Il y a à Maurice a Commission of Human Rights, et cette commission a enfin compris l'importance de la littératie pour le développement des humains. Pour moi, il n'y a pas de gap, il n'y a pas de séparation entre tout ce travail que je fais et la littérature. Et très souvent, dans ce que j'écris en ce moment, ces idées reviennent sous une forme littéraire. Donc, c'est pourquoi je ne cesse de dire que pour moi, la littérature est un engagement, pas seulement littéraire ou esthétique, c'est aussi un engagement politique, social. Et ceci me donne des grandes possibilités, parce que j'ai, pendant des années maintenant, ça fait bientôt 2 ans, je travaille, c'est-à-dire il y a à Maurice une société qui s'appelle la Société biblique, qui est internationale, je présume, mais qui a une branche à Maurice, et ils voulaient traduire la Bible, pas la Bible, mais le Nouveau Testament en créole. Et ils sont venus me demander si je pouvais aider, et j'ai accepté, et là le travail est pratiquement terminé, c'est-à-dire les évangiles, etc., ont été traduits en créole, et le livre va sortir incessamment, au plus tard début de l'année prochaine. Et là encore, il y a un gros travail qui va être fait. Il va falloir former d'autres formateurs qui, eux, dans les différentes paroisses, vont former les paroissiens à lire et à écrire le créole, afin qu'ils puissent lire la parole de Dieu dans leur langue maternelle. Et pour moi, c'est très très important que les gens puissent comprendre cela. Et cela leur va, c'est surtout les afro-créoles qui vont bénéficier de cela, et permettra à leur donner une nouvelle dignité et une nouvelle dimension à leur identité. Donc, et à travers cela, bien sûr, ces gens vont commencer, vont aussi vont lire le Testament, le Nouveau Testament, mais ils vont aussi lire d'autres œuvres écrites en créole, des œuvres laïques. Donc tout ceci vient encore une fois renforcer ma conviction que l'art est engagé. Qu'il le veuille ou pas, l'art reste un mouvement, un engagement pour un monde meilleur. Je me suis toujours posé la question, est-ce que j'écris parce que j'ai besoin de me dire, ou est-ce que j'écris parce que j'ai besoin de prouver qu'on peut écrire en créole? Je me pose toujours cette question. Mais disons, si je peux décrire mon écriture, je dirais que c'est une tentative d'utiliser tous les genres possibles. Par exemple, écrire des sonnets en créole, écrire des odes en créole, écrire des pièces tragiques, des pièces comiques, des pièces satiriques, et aussi
essayer la nouvelle, le novella, le roman, et aussi par le biais de la traduction, montrer qu'on peut traduire les grandes œuvres. Parce que quand j'ai commencé la campagne pour la langue créole, on me disait ouais, c'est pas une langue parce qu'on ne peut pas dire Shakespeare en créole. Alors là, j'ai commencé à traduire les œuvres de Shakespeare. Un jour, on m'a dit est-ce qu'on peut dire ce que T.S. Eliot a dit? Est-ce qu'on peut traduire Froc? J'ai traduit pour Froc. Mais à travers mes œuvres, j'essaie pas seulement de dire des choses, mais aussi de voir les différentes façons de dire les choses. Donc, utilisant les différents genres poétiques, les différents genres dramatiques, etc. Mais le contenu, ça c'est au niveau du style, mais au niveau du contenu, je reste, je pense, un écrivain engagé. Engagé dans la lutte pour l'égalité entre hommes et femmes. Engagé dans la lutte pour qu'on reconnaisse le droit aux gens d'avoir leur orientation sexuelle. Donc, j'ai des pièces où on parle d'homosexualité, de lesbianisme, etc. Qui est, comme on parle, des relations hétérosexuelles. Je suis aussi engagé dans le combat contre le capitalisme. Donc on le revoit, on voit ce combat à travers mes pièces, à travers mes histoires, mes petites histoires comme je dis, à travers mon roman. C'est un combat contre l'exploitation capitaliste. Et aussi un combat contre l'impérialisme américain qui domine le monde. Et à travers mes œuvres, j'essaie, par exemple, quand il y a eu le grand Obamania, où tout le monde voyait le sauveur, etc., j'ai écrit un sonnet satirique pour dire, mais attention, vous oubliez que les États-Unis d'Amérique, c'est un empire, et que l'empire est toujours dirigé par l'armée, et qu'il y a aux États-Unis d'Amérique un complexe militaro-industriel qui ne vont pas lâcher. Alors faites attention, ne croyez pas au Père Noël. Donc, je dis à travers mes œuvres ma conviction politique. Mais la conviction profonde demeure un combat anticapitaliste, un combat du côté des pauvres, un combat pour un monde où c'est bon vivre. Et là, je veux dire que la réalité économique et la réalité écologique, parce que je parle beaucoup d'écologie dans mes œuvres, et cette réalité écologique, le global warming, la crise économique qui est pour moi la crise du capitalisme, ajouter à cela la crise de l'énergie, la crise de l'eau qui va venir, et tout cela nous demande à réinventer la vie. C'est devenu une question de survie. Et dans mes œuvres, il y a même des idées. Je parle entre autres de la nécessité de révolutionner la culture mauricienne. Pas juste en termes de langue, mais en termes de ce que nous mangeons. Par exemple, dans un novella, vous allez voir des gens qui plantent des fruits à pain. Parce que le fruit à pain, c'est quelque chose qui pourrait nous garantir la survie quand les choses vont devenir plus dramatiques, parce que l'île Maurice importe 80% de sa nourriture, avec le global warming, avec
le coût du pétrole, avec tous les problèmes que nous connaissons, ça va devenir de plus en plus difficile. Donc, à travers mes œuvres, je dessine une autre réalité pour dire aux gens, mais c'est possible de vivre autrement. Donc tout cela, c'est mon engagement en tant que professeur de langue, en tant que politicien, mais tout cela est dit à travers l'écriture. L'écriture devient pour moi un instrument pour dire tout cela. Là, je dois rendre hommage à une personne qui m'a fait réfléchir là-dessus. C'est Françoise Lyonnais. Dans une étude qu'elle avait faite, où elle cite précisément, il y a une citation de Tempest, elle parle de l'île comme un peu comme la matrice de la mer. Et à un certain moment, il faut sortir. On ne peut pas rester à l'intérieur de l'île. Il faut sortir. Et il y a ce besoin, je pense que l'île, après réflexion sur ce que j'ai lu, c'est cet endroit douillet, confortable, où on est, mais où on ne peut pas rester tout le temps, il faut sortir. Et donc il y a toujours ce conflit entre le confort de l'île et la nécessité de sortir de l'île. Et c'est là toute la complexité de la vie. L'île devient cet endroit où on peut connaître le confort, l'amour, le bien-être, etc. Mais à un certain moment, il faut savoir sortir, aller ailleurs, voir ailleurs, peut-être pour revenir aussi après. Mais une petite île peut offrir des grands moments. Une petite île peut offrir de moments de joie, de tendresse, de confort, de chaleur, etc. Mais on est entouré par l'eau. Il faut sortir de temps en temps, il faut aller au-delà de cette eau, vers d'autres terres, vers des continents, pour ensuite revenir. Mais pour moi, l'île, c'est surtout ce confort, primeval comfort. Et je pense que quand je parle de l'île Maurice, je parle surtout de ce confort de base. Mais aussi, je suis conscient que je ne pourrais pas mentalement vivre dans cette île éternellement. Quoique physiquement, je me plais beaucoup. Mais si le monde est un continent, il faut que mon esprit voyage dans ce continent. L'île représente cette nécessité d'aller au-delà de son petit coin. Et ceci peut-être est très symbolique parce que l'humain a besoin de sortir de son cocon pour aller vers les autres. Et aller vers les autres, c'est sortir de son île et aller sur le continent. C'est comme ça que je vois un peu la vie. Une relation très contradictoire entre ce qui est et ce qui va devenir. Et dans le même sens, l'île Maurice, cette île créole, m'a permis à moi de connaître des grands moments. Je ne cesse de dire, dans un poème d'ailleurs je l'ai dit, je suis très très reconnaissant à mes ancêtres un jour d'avoir pensé à quitter l'Inde pour venir à Maurice. Ils sont venus parce qu'ils avaient des difficultés en Inde
Mais à moi, ils m'ont donné une chance extraordinaire de construire une nouvelle langue, d'expérimenter quelque chose de très nouveau. Et ceci m'a permis de m'ouvrir sur le monde. Alors l'île comme elle est d'une part nous donne l'envie de nous renfermer et d'autre part nous fait sentir le besoin de s'ouvrir sur l'autre. Donc je pense que ce que je dis sur l'île Maurice s'applique à tout le monde. Il ne faut pas trop idéaliser l'île. L'île a ses problèmes. Mais quand même, cela donne une ouverture vers l'autre.